Et donc nous venons maintenant à la conclusion avec une sorte de musique en acte. Quand je dis musique en acte, j'aurais pensé, mais le travail d'organisation a été plus compliqué que cela, de demander à Madame Ricciarda di Belgioioso, qui est en même temps architecte, historienne de l'architecture, elle enseigne à l'École polytechnique de Milan, et elle interprète de musique, elle joue parfaitement le piano, elle a donné beaucoup de concerts, interprète de la tradition musicale du XXe siècle. Elle a une émission à la radio italienne très connue sur Radio Classica, mais elle a surtout une conception, je dirais, de Bildung que la musique a dans notre temps et chez les compositeurs du XXe siècle. Elle vient de publier en français et en italien un livre en italien Costruire con i suoni et en français bâtir l'espace public urbain, c'est ça? Bâtir Construire l'espace urbain avec les sons. Avec les sons, voilà. Mais le livre est à peu près le même. Et très récemment, elle a publié un volume de rencontres, interviews avec les grands compositeurs européens qu'elle a connus et à qui a posé des questions tout à fait pertinentes par rapport à leur poétique. Donc nous venons aujourd'hui à la question finale de notre colloque. Nous l'avons vu déjà dans les vers de Silésius proposés par Madame Mazzocco, c'est-à-dire est-ce qu'il faut chanter tous une seule chose ou bien comment articuler la pluralité sans qu'elle ne devienne une dissonance. Eh bien, le XXe siècle a théorisé la dissonance, a pratiqué toutes sortes de ruptures de l'harmonie, et nous sommes donc prêts à vous écouter et surtout à écouter en même temps les auteurs dont vous proposez entre la composition et le silence un parcours. Il s'agit de Sciarrino, Berio et Gigi Nono. Voilà. Donc 13 auteurs contemporains qui ont eu tous des rapports très très étroits avec la littérature, notamment Luciano Berio avec Sanguinetti, Luigi Nono avec Cacciari, avec Ungaretti, c'est une longue continuité, et Salvatore Sciarrino avec toute une tradition venant, lui, de la Sicile, de cette partie plus secrète de la tradition italienne. Voilà, je vous donne la parole. Merci, parce que participer à cette journée littéraire musicale est un vrai plaisir et pas seulement un honneur. Et donc, parmi ces merveilleux vers poétiques, c'est vrai que mon rôle est de vous amener vraiment dans la musique. Là aussi, on trouve des bruissements fascinants. Et je commencerai par deux mots de Sciarrino, parce que je crois que c'est un peu ça qui est le thème de mon intervention d'aujourd'hui. Donc, nous sommes conduits aux limites du silence, où notre oreille s'aiguise et notre esprit s'ouvre à tout événement sonore, comme si elle l'entendait pour la première fois. Il peut être intéressant d'évaluer comment les notions de son et bruit ont changé pendant le XXe siècle, au cours de l'évolution de la modernité, à partir de quand il était impensable de les placer côte à côte, jusqu'à quand il est devenu impossible de ne pas les considérer sur le même plan, en différant que par leurs composantes. Raymond Murray Schaeffer a justement dit the blurring of the edges between music and environmental sound may eventually prove to be the most striking feature of all 20th century music. Il faut dire que si le mot son a une valence neutre, le mot bruit porte une acception négative. Les bruits et les instruments qui font du bruit
ont été toujours liés, au cours de notre histoire, au désordre, à l'obscurité, aux anomalies, à la décomposition, à la destruction et à la mort. Je ne sais pas si vous connaissez les écrits de... il y en a plusieurs de Lévi-Strauss, de Claude Lévi-Strauss, mais il y a aussi Attali, un petit bouquin qui est Bruit. Il y a aussi David Toupe à ce propos, Ocean of Sound. Mais d'un point de vue physique, entre son et bruit, il y a effectivement une différence de degré dans la complexité, donc non de nature, mais seulement de degré dans la complexité. Donc, bruit est un son complexe de hauteur indéterminée qui résulte de la superposition de vibrations apériodiques, irrégulières, amorties, qui n'ont pas de rapport harmonique les unes par rapport aux autres. Tandis que dans les sons musicaux prédomine une vibration fondamentale et ses harmoniques. Mais il y a toujours du bruit dans les sons musicaux, parce que l'attaque d'un son, si vous pensez, qui contribue fortement à déterminer le timbre d'un instrument, c'est un ensemble complexe de fréquences en régime transitoire. Le grain de sonorité de fond d'un instrument est en même temps une sorte de bruit de fond, est un élément qui caractérise fortement l'instrument. Et nombre de musiques cultivent le bruit, de chants de voix gutturales, par exemple, des caprices de grande virtuosité qui grattent sur un violon, des pièces pour flûte qui soufflent, toute la production pour instruments à percussion. Et dans son évolution, la musique a dû admettre des dissonances de plus en plus complexes en se rapprochant du bruit. Et c'est au début du XXe siècle, au temps du machinisme, qu'on sent une exigence irrépressible de chercher au-delà des sonorités simples et pures. Notamment, ce sont les futuristes, d'après Luigi Russolo et son manifeste « L'art des bruits », à enrichir la palette de sons orchestraux avec des instruments qui étaient construits de façon à donner le timbre des bruits, intona rumori. Suivent œuvres comme Ballet mécanique de Antheil, Amérique de Varèse, toute la production de la musique concrète, développée ici à Paris, développée dans les studios radiophoniques autour des techniques de bruitage, et de la musique électroacoustique qui a apporté des moyens inédits pour travailler sur la morphologie du matériau sonore et pour réaliser pleinement la musicalisation du bruit. Le début du XXe siècle est d'ailleurs l'époque des grandes découvertes scientifiques, donc les rayons X, la radioactivité, la théorie des quanta, l'inconscient de Freud, théorie de la relativité, la mécanique ondulatoire, l'holographie, le trou noir, le quasar, le pulsar. Donc on repousse les frontières de l'inaccessible. Et c'est le moment des paradoxes dans les sciences, mais aussi dans les arts. Et à la perte du centre de gravité et à la disparition de la figure correspond en musique l'éclatement de la tonalité. Donc, le système temporel s'élargit avec l'introduction du bruit et du matériau sonore inouï. On dépasse le champ sonore en travaillant sur les zones qui sont au bord du silence. Pensez à Debussy, à Scriabin, Schoenberg, naturellement. Dans le pianissimo espressivo, à la limite de la dématérialisation, du pointillisme de Webern, par exemple, chaque son, chaque intervalle, chaque silence ont un poids musical unique. Ce sont des œuvres d'orfèvrerie d'une richesse irradiante qui fait entendre le silence. Suivent Chelsea, Xenakis, Ligeti, Stockhausen, Feldman. Donc les compositeurs jouent avec des sonorités voilées, des nuances atténuées, des illusions sonores, des espaces vides, des plages de silence,
de moments suspendus, des échos silencieux et des couleurs estampées. Et avec les sons harmoniques et nombre de techniques exécutives qui amènent vraiment au bord du silence, il cherche entre le silence et l'inouï. Donc il découvre l'inaudible. Pensez par exemple aux œuvres pour piano préparé de John Cage, où des morceaux de bois, de gomme et de fer sont placés dans le cordier du piano pour créer des sonorités amorties, comme dans, Sonatas and Interludes de John Cage, par exemple. Pensez aussi aux œuvres pour des instruments à vent, où on doit produire de l'effet de l'air qui consiste à toucher, par exemple, les clés d'une flûte, d'une clarinette, sans qu'on sorte des notes musicales. Ou par exemple, brancher et débrancher le moteur d'un orgue pendant les jeux, ce qui provoque, par le changement du courant d'air, des nouvelles couleurs sonores. Alors ça, c'est notamment Volumina de György Ligeti. C'est dans les début des années 60. Donc après la révolution amorcée par John Cage avec 4 minutes 33 secondes, qui date de 1952, Tacet pour n'importe quel instrument ou combinaison d'instruments, on découvre, grâce à une partition musicale, l'environnement sonore qui nous entoure. Donc, on apprend à capter son et bruit comme ils passent. Le silence véritable n'existe pas, la musique non plus. Et de plus en plus, on remarque dans l'œuvre des compositeurs une forte tendance à travailler sur les limites entre son, bruit et silence, et notamment sur des bruits faibles, confus et continus, sur des bruissements. De Helmut Lachenmann et György Ligeti, pour nommer deux parmi les compositeurs les plus connus de notre temps, à l'esthétique qui est assez diffuse maintenant en France, qui est dit du son sale. Et les instruments électroniques et électroacoustiques ont beaucoup aidé à développer cette idée de travailler sur les sons. Pensez aux infinies possibilités données par exemple par un magnétophone et ensuite les enregistreurs de tout genre qu'on a maintenant. Il y a toute une école de field recording, sinon par des opérations de transformation des sons, comme par exemple le filtrage. Donc on peut réduire naturellement tout ça. Donc si pendant des siècles, les dissonances avaient été condamnées, dans le XXe siècle, on découvre de plus en plus des intersections entre musique et non-musique. Une curiosité que peut-être peut vous intéresser, le mot avec lequel on traduit musique en japonais, qui est ongaku, signifie le plaisir d'écouter des sons. Donc, y compris ceux qu'on trouve dans la nature et ceux qui sont produits par l'homme. Dans plusieurs sociétés en Afrique, mais aussi chez les Inuits, le mot musique n'existe même pas. Donc, on dit plutôt magie sonore, ce qui comprend les chants pour appeler la pluie, mais aussi le chant pour battre l'ennemi, le chant pour se préparer à une bonne chasse, etc. Et vous m'apprenez d'ailleurs que musiquer, au temps des Grecs, était l'ensemble des arts des muses, donc la danse, le théâtre, le chant, la littérature, naturellement, et la poésie. Donc, les sonorités des bruissements intéressent vraiment un peu tous les compositeurs du XXe siècle et de manière assez différente. C'est la raison pour laquelle je pensais de ne pas nous concentrer sur une œuvre ou
un auteur seulement dans cette présentation, mais plutôt considérer plusieurs exemples. Et donc, nous allons voir 3 œuvres d'auteurs italiens qui sont parmi les jalons de la musique récente. Et elles représentent 3 façons diverses de penser aux limites entre son, bruit et silence. On pourrait les définir l'une électronique, l'autre intimiste et la troisième naturaliste. Le contexte ici est littéraire, donc le choix est tombé sur 3 pièces créées sur des textes, 3 pièces pour voix. Il faut dire que le thème du bruissement en musique est autant fascinant quand il s'agit de pièces instrumentales. Et dans ces 3 exemples, mais on n'aura pas le temps de voir des exemples, mais je peux vous donner des indications. Et dans ces 3 exemples, comme dans nombre d'autres œuvres contemporaines, le sens des paroles a laissé la place à leur sonorité. Et donc les paroles sont prises comme des bruissements, comme des sons inarticulés ou articulés selon leur propre son sonore. Il faut dire qu'au cours du XXe siècle, la voix est constamment objet de recherche expérimentale pour les compositeurs, donc une sorte d'atelier, à partir du Sprechgesang, le parler chanté que Arnold Schoenberg a proposé dans le Pierrot lunaire. Et donc, si dans la tradition culturelle occidentale de la musique savante, la voix chantée a eu fondamentalement la fonction de donner un texte écrit, elle se trouve maintenant au cœur de nombre d'expérimentations qui vont bien au-delà de texte. Occasion pour réfléchir sur la vieille discussion autour du rapport entre voix et texte, de Monteverdi, Mozart et Gluck jusqu'à nos jours. La grande question a toujours été: est-ce que la voix doit être au service de la musique, ou est-ce que qui compte est ce que la musique fait à partir du texte, quand le mot devient quelque chose de différent, quand elles sont interprétées par un autre langage. À part évidemment le cas de l'opéra où on raconte une histoire qu'il faut pouvoir comprendre. Des œuvres comme Canto sospeso de Luigi Nono, 1955, Aventure de Gheorghi Ligeti, 62-66, proposent des structures musicales qui font éclater la parole comme vecteur d'information ordinaire et en recrée la signification à un autre niveau émotionnel. On apprend à assumer le sens que les paroles acquièrent une fois qu'elles sont devenues matériaux musicaux. Ça, c'est Rossana Dal Monte qui le dit dans l'encyclopédie pour le XXe siècle dirigée par Jean-Jacques Nartier. Donc, un nouveau langage est inventé à partir de phonèmes vocaliques et consonantiques regroupés en dehors de toute syntaxe. Les textes sont déstructurés sémantiquement et mis à côté de raclements de gorge, de petits cris, d'accès de toux, de soupirs, etc. Pensez par exemple à la sequenza pour voix de Berio. Donc, le processus de déstructuration de la parole s'affirme avec l'électronique, donc à Paris en 1948, à Cologne en 1952 et à Milan en 1954. Ce sont les années de fondation des studios radiophoniques. Et c'est là où on travaille sur l'électronique. De lors, la voix articulée devient matériau, donc ensemble de composantes phonologiques à recomposer un champ libre des significations originales des paroles. Pensez par exemple à
Gesang der Jünglinge de Stockhausen. Donc les paroles tirées du texte biblique, le chant des adolescents dans la fournaise ardente sont chantés et récités par la voix d'un enfant, enregistrés sur bande et puis transformés et mixés avec d'autres sons jusqu'à l'obtention d'un mélange sonore où consonnes et voyelles expriment tout leur potentiel timbrique. Donc, Tema, omaggio a Joyce de Luciano Berio, ça date de 1958, est l'œuvre centrale des années 50 au studio de phonologia de la RAI. L'œuvre bien synthétise la vocation interdisciplinaire du studio milanais et les intérêts que Berio avait pour la linguistique et la phonétique. Il a travaillé justement avec Ettore Bocca, Gino Sacerdote, Umberto Eco et ensuite Edoardo Sanguinetti. À l'époque, Umberto Eco travaillait à la RAI et s'occupait surtout de esthétique et de théorie de la communication. Et ensuite, aux rencontres avec Berio en 1957, il commence à s'intéresser à la linguistique. Au cours d'une rencontre publique le 8 juin 1995 au Teatro Comunale di Bologna, il a confessé d'avoir volé à Berio le cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure. Donc, en thème Omaggio a Joyce, Berio prend le début du chapitre 11 de l'Ulysse de Joyce, le chapitre des sirènes, lit par Katie Berberian, la voix la plus extraordinaire du XXe siècle, et en même temps la femme de Berio. La voix est ensuite manipulée selon des critères fondés sur le caractère musical du texte. On trouve une description détaillée de ce travail dans le texte Poesia e musica un'esperienza, paru dans les revues Incontri Musicali en 1959. Donc Berio cherche une nouvelle dimension expressive de la parole poétique et commence par considérer l'isolement du son, l'isolement de la parole. Et donc il reprend Mallarmé. Le vers qui de plusieurs vocables refait un mot total, neuf, étranger à la langue et comme incantatoire, achève cet isolement de la parole. Niant d'attrait souverain le hasard demeure au terme malgré l'artifice de leur retrempe alternée en le sens et la sonorité, et vous cause cette surprise de n'avoir ouï jamais tel fragment ordinaire, en même temps que la réminiscence de l'objet nommé baigne dans une neuve atmosphère. Donc le texte de Joyce a des paroles très onomatopéiques et musicales qui sont perçues clairement au début et ensuite dilatées et transformées pour atteindre une nouvelle possibilité de rencontre entre la lecture d'un texte poétique et la musique. C'est ça que dit Berio. La voix humaine disparaît pour être remplacée par sa reproduction, obtenue par des synthétiseurs et des modulateurs de fréquences. L'écoute d'un texte devient l'écoute d'objets sonores surprenants. Deux sont les versions de Tema, dont la deuxième, que nous allons écouter, qui dure, en partie, ça dure 6 minutes et 22 secondes à la place de 7 minutes 56 secondes, parce que la lecture stricte du texte est coupée. Donc, on abandonne complètement la signification du texte et la voix devient bruissement. Je vous lis 2 mots écrits par Berio. La voix, du bruit le plus insolent au chant le plus sublime, signifie toujours quelque chose. Elle renvoie toujours à autre chose qu'elle-même et crée une gamme d'associations très large. Associations culturelles, musicales, quotidiennes, émotives, physiologiques, etc. À l'évidence, la musique vocale classique, dont le modèle implicite était l'instrument,
transcender musicalement ces résidus de l'expérience vocale quotidienne. La voix d'un grand chanteur classique est un peu comme un instrument signé que l'on range. Après en avoir joué dans un étui, une voix qui n'a donc rien en commun avec celle dont le même chanteur se sert pour communiquer dans la vie courante. La musique de notre siècle a cherché à assimiler et à contrôler non seulement tous les aspects de la vocalité classique, mais aussi ceux qui, aussi bien du point de vue acoustique que de la perturbation d'un message, étaient nécessairement exclus de la musique tonale. De même qu'étaient exclus également les aspects, les comportements et le son produits dans la vie quotidienne. Le chapitre, la reproduction n'est pas magnifique, je suis désolée, mais le chapitre des sirènes a une musicalité intrinsèque, Bronze by Gold, etc. Je ne vais pas le lire parce que vous connaissez très bien. Berio assimile les glossolalies, les onomatopées aux modalités d'articulation proprement musicales. Donc, par exemple, le début est emprunté au trill. Chips picking chips, c'est staccato. Warbling allura, l'appoggiatura. A sail, a veil, a wave upon the waves, c'est un glissando et c'est un portamento. Ah oui, par exemple ici. Donc Joyce a transposé en littérature un principe typiquement musical qui est celui de la fuga per canonem, mais cela regarde la technique narrative des faits et des personnages qui s'entrelacent. Berio a voulu mettre en évidence spontanément certains aspects du texte et la polyphonie cherchée sur la page devient réelle. Donc la voix est superposée à soi-même 2 fois, donc nous avons 3 voix, avec des augmentations et des diminutions des rapports temporels et dynamiques. Le caractère musical des onomatopées devient évident. Berio travaille aussi sur la traduction du texte en français et en italien, et avec une voix d'homme pour avoir une diversité de timbres vocaux, et il fait un montage de 3 langues selon des critères de contraste et de ressemblance. Voici le rythme avec lequel on passe d'une langue à l'autre. Oups, on est passé trop vite. Une possible transcription en partition d'un fragment de thème. Ah, moi, je ne trouve pas. Ah, en tout cas. C'est avec 3 critères de représentation. Donc, il y a l'alphabet conventionnel pour les éléments originaux et compréhensibles, l'alphabet phonétique pour des éléments isolés et transformés, et des formes sonores pour les sons dérivés. Donc, le forme indique la durée, l'attaque, l'articulation et le procédé de montage fait sur bande magnétique. Donc, propos est de composer à partir de la matière verbale une texture polyphonique qui ne signifie rien d'autre que sa propre structure. Dans une version successive de thème, Berio renonce au français et à l'italien pour se concentrer sur la lecture de Katy Barberian du texte anglais. Et donc, les procédés compositionnels cherchent à s'éloigner progressivement le texte et sa propre expression énonciative linéaire de sa condition signifiante. En considérant les aspects phonétiques et en l'évaluant en fonction de ses possibilités de transformation électroacoustique. Les moyens électroacoustiques transforment les couleurs sonores, décomposent et recomposent les fragments avec des changements de vitesse, de durée, de bande de fréquence. Le passage entre bruit-son vocal et bruit-son est continu. Berio cherche le sens authentique de la voix, de son caractère quotidien, qui consiste dans l'être sans signification, bruit et bruissement. Non véhicule de transmission sémantique, mais moyen pour libérer les potentialités phoniques musicales de chaque syllabe.
Donc les madrigalistes et la réforme de Gluck voulaient d'abord les paroles et après la musique. Ici, cette distinction est dépassée, donc on trouve une unité musicale nouvelle. Alors là, peut-être que c'est le moment d'écouter un peu de musique. Veil away, saluted, the spikes winding cold, silent wrists. My flute so lonely, miserable. Blooming. So lonely, so lonely. Ça continue, mais je crois que c'est un exemple assez clair, j'espère au moins. Donc le travail de Berio continue dans ce sens avec plusieurs autres œuvres, notamment Visage du 61, Sequenza 3, 65, où un vaste ensemble de comportements vocaux, même triviaux comme la toux et le rire, sont fragmentés et recomposés en unités non pas discursives mais musicales. Aronne 74-75, où Berio invente avec Edoardo Sanguinetti une séquence très articulée et discontinue d'effets vocaux et de modes de dire, une grammaire du comportement vocal dans la dialectique entre la dimension du texte écrit et celle de son articulation vocale établit une analogie avec l'essence dialectique de la musique et de la langue quotidienne. Le deuxième personnage que je vous propose, c'est Luigi Nono. Sa musique est toujours assez proche du silence. Nous y retrouvons des plages de silence et des respirations calmes. On dirait un chant intemporel, éloigné. Dans Fragmente stile Andiotti 1979-1980, connu comme le Quatuor Hölderlin, le silence est aussi ce qui n'est pas dit, ce qui ne doit pas être dit en verbe et en musique.
Donc, les interprètes, ce qu'on a vu il y a quelques minutes, c'est la partition. C'est là. Donc, les interprètes doivent chanter intérieurement vers le son le plus doux de la vie intérieure des fragments de poésie, dont 12 de Diotima par Hölderlin. Donc, même si les vers ne sont pas à réciter et la musique n'y fait aucune allusion, un réseau d'images et de souvenirs se projette dans la structure musicale. L'œuvre est faite d'îles de son dans un océan de silence. Le son évolue à la limite de l'audible, aux nuances extrêmes de pianissimo. Le texte muet, mais l'auditeur ordinaire ne le sait pas, naturellement, est accompagné par les cordes avec des harmoniques, des sons dans les hauteurs. Donc, je vous parle de cette œuvre pour vous introduire à la poétique de Nono, qui vise à réveiller la pensée de l'homme et à intérioriser l'expression musicale. Non voce sed corde canere, disait Saint-Jérôme. Donc, il crée un nouvel univers de silence et de solitude. Donc, cette tension orientée vers une dimension toujours plus essentielle, cette introspection radicale, se tourne vers le tragique de l'écoute et apparaît comme une urgence silencieuse. Nono cherche un langage musical qui permet à l'auditeur de vivre une expérience viscérale de l'écoute. Il travaille beaucoup sur le micro-intervalle, sur les altérations des quarts de temps, qui donnent une mobilité dans la dimension infime du son. Cette écriture, qui donne une musique égarée et angoissante, exprime des tensions et des valeurs extramusicaux, généralement politiques ou émotives. Prometeo, tragedia dell'ascolto, ça date de 1981 et 1984, est un projet grandiose qui ressemble grand thème à travers des textes de Benjamin, Hölderlin, Eschilo et Euripide, édités par Massimo Cacciari, et des éléments musicaux pris de Verdi, Schoenberg, Mahler, Schumann et deux autres encore. Donc ce n'est pas un opéra, il n'y a ni scène, ni personnage, ni acteur, ni des narrations au sens strict, et les sections ne s'enchaînent pas nécessairement de façon logique. C'est une sorte d'histoire culturelle de l'Occident, de la création du monde à la rédemption de l'humanité. Donc, une nouvelle utopie émerge des ruines du monde. Il y a 4 groupes orchestrales, un chœur, des narrateurs, 2 chefs d'orchestre, 5 chanteurs solistes, plusieurs instruments seuls et les transformations créées par l'électronique. Et tout ça dans des sons qui ont été élaborés par Nono pour longtemps, donc 20 ans. Il a travaillé sur ça pour 20 ans. En travaillant avec les musiciens, cherchant des sonorités inédites, presque abstraites, explorant de nouvelles techniques exécutives, donc l'archet dans les cordes, les registres extrêmes parmi les vents, etc. Et donc chaque musicien produit des bruissements, mais c'est l'ensemble qui compte. C'est une musique qui est contraire à l'esprit du soliste, qui est anti-soliste. Et pour cette raison aussi, peut-être qu'elle s'approche du bruissement. Donc, le titre de l'œuvre, d'ailleurs, est clair. Il s'agit d'une tragédie de l'écoute où notre perception est transformée, où la vitesse, le volume et la densité de la musique sont réduits drastiquement. Une attitude qui met pas pareillement à l'épreuve l'interprète et l'auditeur. Ce n'est ni le cri strident, ni le geste auguste, ni le chant grandiose qui génère clarté et aboutissement, mais précisément ce mouvement du souffle apparemment évident, à peine relevé, pratiquement silencieux.
Ça, c'est pris de la exigence et humilité. Ce sont les notes au CD de Prométhée. Alors, ici, pour vous, il y a le Stasimo secondo, qui c'est la conclusion du Prométhée. Il y a des voix là-dedans, je ne sais pas si vous... Il y a des chanteurs aussi, c'est pas seulement... Je passerai de nono à charino avec... voici le rythme de Berio. Vous reconnaissez le texte de Joyce qui est reproposé avec des schémas de composition. Donc les trois langues et la composition de rythme de la pièce. Et ici, c'est la transcription dont on disait, donc il y a l'alphabet, enfin, on a trois façons de noter cette... parce qu'il y a toujours une question de notation, naturellement, pour la musique électroacoustique, donc comment on peut l'écrire, on peut la noter. Et donc ici, il y a des propositions trois différentes dans le même schéma pour... Alors, je passerai de Nono à Charino avec un petit portrait que Nono a écrit de Charino. Donc, Salvatore Charino, imagination, pensée, écoute, proposition, stupeur, audible, non audible. Spectres acoustiques et musicaux aigus, très aigus, comme les pensées qui sont très aiguës.
toute l'œuvre de Salvatore Sciarrino est un bruissement, que ce soit pour instruments à vent, à cordes, orchestre, voix ou tout. Sa musique est une véritable recherche sonore visée à produire des sons animalesques et des bruissements. Les titres de ses œuvres et les indications dans ses partitions nous amènent dans cet univers fait d'un flot continu de sons, tissé de souffles, de bruits infimes, d'harmoniques. Par exemple, mormorando, cantare con silenzio, shadow of sound, addio case del vento, due risvegli e il vento, waiting for the wind, lettera degli antipodi portata dal vento, scena di vento, vento d'ombra, studi per l'intonazione del mare, qui est pour contraltino, 4 flûtes solistes, 4 saxophones solistes, percussions, orchestre de 100 flûtes et de 100 saxophones, graffito sul mare, il suono e il tacere, polveri laterali, soffio e forma, all'aure in una lontananza, esplorazione del bianco, etc. Donc Sciarrino s'abandonne à l'accueil des rumeurs du monde, au seuil de la nuit, dans le flotté des marais. Il nous invite à connaître les sons qui nous entourent. Je suis ici et maintenant. Qu'est-ce que j'entends? Toutes mes compositions viennent de cette question, c'est ça qu'il dit. Ce sont des souffles, des sons d'animaux et des créatures imaginaires, donc des chiens, des merles, des rossignols, des insectes, des grillons, l'homme taureau, l'homme salamandre, l'homme oiseau, des pierres qui s'effritent, etc. On est à l'écoute de notre respiration et des battements de notre cœur, des pulsations liées à notre physiologie. Sa musique est faite de petits groupes d'événements microscopiques formant un timbre global qui a été souvent comparé aux couleurs blancs. D'ailleurs, l'œuvre silencieuse 433 de John Cage était pensée comme l'équivalent sonore des White Paintings de Rauschenberg. Donc, le blanc est quasi le symbole d'un monde où toutes les couleurs, comme tous les principes et les substances physiques, ont disparu. C'est un grand silence qui nous semble absolu. C'est un silence qui n'est pas vide, mais riche de potentialités. Il a le son d'un silence que soudain nous réussissons à comprendre. C'est la jeunesse du néant, ou mieux un néant d'avant l'origine, d'avant la naissance. Peut-être la Terre résonnait-elle ainsi dans le temps blanc de l'ère glaciale. Il réduit le son au bruissement. Il nous amène vers le silence, vers le blanc, mais le silence n'est pas vide. Celui qui sait écouter on saisit toutes les images, comme le blanc contient les couleurs. Le blanc a un nombre infini de gradations, comme les gradations du silence, comme les infinies qualités des ombres. Les perspectives d'écoute sont donc renversées. Le point de départ de l'esthétique de Sciarrino est l'observation de la nature. Il pense aux sons pour leur perceptibilité. Donc il y a une assimilation timbrique entre bruit et son, et chant et respiration. Et contrairement à une écoute détachée de la musique, ici il y a une continuité entre le corps qui produit un son et l'espace de perception. L'espace sonore est aux limites de l'imperceptibilité. Il dit: pour que nous écoutions davantage, nous devons entrer dans l'ombre du son. L'imaginaire musical évolue comme dans un no man's land, là où l'être est, mais hésite pourtant à se donner à l'existence. Sciarrino est autodidacte et cela doit avoir contribué à qu'il trouve son propre son, si différent de ses contemporains. Dans sa musique, donc, des nuages démesurés de matière sonore se contractent et se dilatent périodiquement dans une sorte de chaos pulsé. En créant des ambiances acoustiques, il est inspiré par la nature, il imite la nature.
Donc des volières, des nuits, des froissements d'étoffes, des insectes emportés par une brise douce, des murmures de la forêt, etc. On entend comme un refus de la musique. Charino, c'est avant tout une voix qui se retire dans l'ombre où il faut aller la chercher. La perception est constamment menée par ce qui est à peine audible, par des situations extrêmes et au bord de se rompre, vers ces régions où commence le silence. Charino joue constamment sur les variations de la perceptibilité, avec des textures d'harmonique comme des gammes en quart de temps, des grumeaux sonores, des intonations changeantes, des turbulences de la matière, des constellations qui viennent s'échouer sur le silence, produites par l'agrégation et le redoublant des unités. Il dit « Avec moi, la musique habite une région liminaire, comme les rêves, dans lesquels une chose existe et n'existe pas encore, dans lesquels elle est aussi autre chose, et dans lesquels ses sensations les plus instables dépassent la stupeur d'un battement de paupières. En dehors, elle se prolonge distinctement après avoir survécu au crépuscule de toute longueur. Ce sont les sons retrouvés à l'horizon des sens, ceux du purgatoire intra-utérine, agrandis par un antique silence à travers un effondrement accompli de la mémoire. Il fluctue et toi, tu es au centre. Et maintenant, un espace intact palpite dans le noir. Donc, il montre une conscience spéciale du rapport entre son et silence. Plus le niveau d'écoute est baissé, et plus on pourra opérer des changements de timbre complexes. Parce que plus la dynamique augmente et plus les caractéristiques individuelles de timbre se profilent. Charino nous invite à baisser le seuil de notre écoute. Le silence est le son zéro et en même temps contient tout le son. Chaque son maintient la trace du silence d'où il provient et auquel il retourne. Et pour exprimer cette idée musicale, il invente un symbole de crescendo et diminuendo qui part du silence, qui entre rapidement dans le langage de tous les autres compositeurs. Donc là, aujourd'hui, on l'utilise tous. Il indique donc le passage dynamique du rien au presque rien, parce que là aussi, les 4 P de pianissimo, c'est assez rare, et l'inverse aussi. Ici, il y a même, vous voyez dans une partition de Charino, ça c'est de Laura in una lontananza, donc il y a le son, c'est pour flûte, il y a les sons harmoniques qui sont faits avec la flûte, et là c'est un mezzo piano, mais normalement c'est vraiment les 4 P, du 0 à 4 P. Donc l'exemple que je vous ai amené, c'est Lohengrin, action invisible pour soliste, instrument et voix. Action invisible parce que c'est vrai que son déroulement est imaginé, et donc c'est imaginé ou peut-être songé ou rappelé ou oublié. Donc comme on a dit aujourd'hui plusieurs fois à propos de bruissement, on utilise le bruissement pour une dimension qui n'est pas celle de la réalité. Et donc l'orchestre devient incolore, la voix un univers, la soliste et actrice assume toutes les fonctions principales représentées, les personnages et la scène. La musique est inscrite dans les yeux fous de Elsa, qui est fragile victime que le son joyeux des cloches a rendue sourde. La musique devient tout ce qu'elle s'aperçoit afin de nous faire participer à ses sensations. Le souvenir qui s'éternise dans la mémoire et les échos naissant dans l'esprit mime son drame de l'intérieur. Ici, on n'a pas le temps peut-être d'entendre le prologo, mais on va, même si c'est magnifique, mais on va prendre la prima scena. Ça, c'est une voix, c'est l'actrice qui fait ça. Tout ça.
chiaro di luna. Quanta magia in queste siepi, questi sentieri scoraggianti. Perché non mi date più del tu? Ci avventurammo in preda al disagio. Avventurammo. C'est une actrice seulement qui fait in preda soit al disagio e al sa silenzio. propre voix que Al les animaux, disagio que e al silenzio. toujours la même. Al disagio e al silenzio. Al disagio. Et donc pour conclure, pourquoi tous ces bruissements? Parce que nous avons entendu des procès et des situations acoustiques enfin, qu'on connaît, mais qui ne sont pas faciles à accepter parce qu'on a l'impression d'être sorti du monde de la musique. Mais ce ne sont pas des provocations, plutôt ce sont des invitations à surpasser notre horizon esthétique. Et donc on montre la nécessité de ouvrir un peu la prison de nos habitudes. Donc c'est comme ça. Voilà, merci beaucoup de cet exposé.